De France 24, l'an 2 du printemps arabe consacre-t-il l'échec de l'islamisme au pouvoir? En Égypte et en Tunisie, en passant par la Libye, les transitions démocratiques sont confrontées aux plus grandes difficultés. Ces pays ne parviennent pas à sortir d'un cycle de violence. L'enthousiasme et les espoirs ont cédé la place aux doutes et aux interrogations. L'islamisme à l'épreuve du pouvoir. On va en parler avec nos invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nadia Elfani, vous êtes cinéaste franco-tunisienne. Vous avez réalisé entre autres Laïcité Inch'Allah et puis cette année, en 2013, même pas mal. Eytem Gzara, vous êtes membre de l'Association des jeunes tunisiens de France et vous êtes sympathisant d'Ennahda, le parti au pouvoir en Tunisie. Jean-Paul Chagnoleux, vous êtes directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, professeur des universités. Et puis Karim Sader, vous êtes politologue, consultant, spécialiste du Moyen-Orient et du Golfe arabo-persique et vous avez contribué à la revue Confluence Méditerranée, au dernier numéro qui s'intitule Qatar jusqu'où. L'Égypte a donc été secouée par des violentes manifestations ces dernières semaines. La Tunisie, elle, est en colère après l'assassinat d'une figure de l'opposition. La Tunisie qui était le premier pays, le pays déclencheur des révolutions et des printemps arabes. Je vous propose de revenir en images sur ces 2 dernières années, d'une révolution à une crise sociale et politique. C'est un sujet d'Anne Souhaitemont. Premiers à s'être soulevés dans le cadre du printemps arabe, les Tunisiens sont aussi les premiers à voter. C'était les 23 et 24 octobre 2011, 9 mois après la chute de Ben Ali. L'enthousiasme est là, la foi en une nouvelle Tunisie. J'ai pas dormi toute la nuit et depuis 2 jours. Alhamdoulilah. C'est la première fois de ma vie, j'ai 70 ans, que je vote librement. L'Assemblée siège pour la première fois un mois après. Elle devra rédiger une nouvelle constitution. Le parti islamiste Ennahda est majoritaire. Il forme une coalition avec des libéraux et le centre-gauche. Pour le 2e anniversaire de la Révolution, le président se rend à Sidi Bouzid, région pauvre où avait débuté le soulèvement et où depuis quelques mois les troubles ont repris. Parfois très violents, comme à Siliana, plus de 200 personnes sont blessées, des jeunes, des travailleurs, dans les rues pour dénoncer leurs conditions de vie. Le chômage touche aujourd'hui 20% de la population active, parfois 50%. 2 ans après, la Constitution n'est toujours pas rédigée. La Tunisie est plongée dans la crise sociale et politique. La révolution n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour passer des ténèbres aux lumières. La révolution est un projet. C'est pour ça que je dis que votre colère et votre frustration sont légitimes. Mais il y a aussi une colère qui n'est pas légitime, pas acceptable. Inacceptable comme le saccage ou l'incendie de plus de 40 mausolées soufis en moins de 8 mois. 2 ans après la Révolution, la Tunisie est donc paralysée. Ennahda voudrait élargir sa coalition pour avancer dans la rédaction de la Constitution sans succès. L'assassinat de l'opposant Choukri Belaïd sonne comme le symbole d'une Tunisie qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Eytem Gzara, quand vous voyez ce qui se passe en Tunisie actuellement, l'assassinat de Choukri Belaïd hier, et puis aussi toutes les accusations de harcèlement, d'agression qui sont faites contre des opposants, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que ce n'est pas l'échec du parti au pouvoir, le parti Ennahda? Donc, tout d'abord, je voudrais rendre un hommage à Maître Choukri Belaïd et exprimer notre profonde consternation au sein des jeunes Tunisiens de France lorsque nous avons appris cette nouvelle. Et ici, je voudrais passer nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Et ce que je veux dire, c'est que l'agression et l'assassinat de Maître Choukri Belaïd, en réalité, vise l'ensemble de la Tunisie et vise la révolution et vise la transition démocratique dans notre pays. Et donc, tout cet accès de violence dont on parle n'est pas vraiment, je veux dire, ne peut pas découler de l'arrivée des islamistes, comme on les appelle, même s'il va falloir définir ce terme islamiste, qu'ici on colle en réalité à un peu tout et n'importe quoi. Pendant cette émission. On pourra débattre sur cette question. Mais c'est un phénomène, je veux dire, on subit, je veux dire, après une révolution, on est à 2 ans après une révolution, il y a des forces qui sont là pour contrer la révolution, des contre-révolutionnaires qui essayent de bloquer l'avancée démocratique dans notre pays. Et je pense que ces violences sont réellement les faits de ces gens-là. Et il va falloir en discuter, il va falloir en débattre ici, comment on peut sortir de cette épreuve, tous unis, pour avancer vers une réelle démocratie dans notre pays et ne plus se tirer dans les pattes. Et je veux dire,
être dans un schéma classique de gouvernement-opposition. Nadia Alfani, j'imagine que vous ne partagez pas cette opinion, puisque vous dites que l'arrivée au pouvoir des islamistes a concrètement bouleversé votre vie, puisque vous êtes réalisatrice. Vous avez réalisé Laïcité Inch'Allah, et après la sortie de ce documentaire, vous avez eu beaucoup de problèmes en Tunisie. J'ai été la première agressée par les islamistes et nommément accusée par Ranouchi dans des interviews encore récentes où il dit que mon film a été le premier complot qui était orchestré par la gauche laïque contre les islamistes. Donc, qui m'a donné raison quand j'avais dit dans mon film, depuis août 2010, qu'entre les islamistes et moi, c'était la guerre. Dans le sens où je me sentais agressé et je voulais me défendre. Aujourd'hui, j'aimerais quand même rappeler une chose, c'est que la famille du défunt refuse les condoléances d'Ennahda. Et ça, je pense que c'est important de le noter aujourd'hui. Elle a pointé du doigt la responsabilité du parti au pouvoir aujourd'hui, qui est en faillite totale par rapport au système politique qu'il a essayé d'imposer en Tunisie. Et la violence, elle est venue des islamistes, elle n'est pas venue du peuple. Aujourd'hui, le peuple se soulève une nouvelle fois contre l'injustice qui est faite d'assassiner un homme sortant de chez lui et de lui tirer 3 balles dans la tête, alors que en Tunisie, on n'avait jamais vu ça depuis la bataille pour l'indépendance. Et le dernier homme assassiné en Tunisie, politiquement, ça a été Farhat Hached. Alors qu'on voit à l'instant des extraits de votre dernier documentaire, même pas mal, dans lequel vous retracez justement ce qui vous est arrivé après la sortie de ce premier documentaire. Alors on ne va pas parler uniquement de la Tunisie, mais de la Tunisie et de l'Égypte. Effectivement, quand on parle des islamistes, quand on voit des violences qui ont eu lieu en Tunisie, mais aussi en Égypte, contre notamment des opposants, de quels islamistes parle-t-on ? Je commencerai par dire d'abord que ce à quoi on assiste actuellement en Tunisie, mais également en Égypte, c'est une accélération de l'histoire. Après ce qu'on a appelé les printemps arabes, et c'est un qualificatif justement, et on en veut pour preuve les événements actuels, qui n'est pas tout à fait approprié, puisque c'est davantage une réplique d'un séisme qui a eu lieu et qui a démarré en Tunisie et qui a suivi ensuite ailleurs dans le monde arabe. C'est cette deuxième phase justement, qui est accéléré par l'événement justement tragique de l'assassinat de Chokri Belaïd, et également en Égypte par toute cette contestation et suivi de répression. Et quand, après les printemps arabes, on a eu l'arrivée au pouvoir des islamistes qui sont essentiellement les frères musulmans. Donc les frères musulmans, le parti de Hassan Banna né dans les années 20 en Égypte, et ses ramifications au-delà donc des frontières égyptiennes à travers tout le monde arabe. Pourquoi ces islamistes ont réussi à prendre le pouvoir démocratiquement, il faut l'avouer? C'est parce que, on en a souvent parlé, ils étaient plus structurés et ils ont récolté ce qu'on a appelé une prime aux opprimés. C'est-à-dire que les geôles de Ben Ali, les geôles de Moubarak, de Assad ou encore de Kadhafi n'étaient pas majoritairement peuplées de jeunes blogueurs libéraux, sans bien sûr nier la répression de ces figures-là, mais essentiellement d'islamistes. Donc ils se sont imposés comme les premières victimes de ces régimes autoritaires dits laïques à l'époque, pour en récolter les fruits. Et quelque part, il y a une confiscation de la révolution dont ils n'ont pas été le principal vecteur. Le principal vecteur de la révolution, c'est une jeunesse donc assoiffée de participation politique, privée de participation économique, et qui n'a pas su faire valoir ses droits par manque d'organisation, par manque de structure. Les élections tunisiennes, on l'a vu, celle d'octobre 2011, il y avait un bloc monolithique islamiste d'Ennahda bien structuré. Malgré la répression, les islamistes ont toujours su être structurés. Même en prison, ils ont une structure bien établie. Les partis, les formations laïques de gauche, libérales, n'étaient pas organisés. Ils se sont présentés à plusieurs, fractionnant leur voix, et pour finalement perdre les élections. Alors aujourd'hui, on assiste à une accélération de l'histoire, je le disais, du fait qu'on savait dès le début que les islamistes n'ont pas, 1, l'expérience du pouvoir politique, 2, ne font pas l'unanimité, et 3, ils n'ont pas l'expérience de la gouvernance économique. Et donc, à partir de cette phase-là, qui est cruciale, à laquelle nous attendons, on peut avoir soit un changement de rapport de force, ou plutôt un rapport de force qui tournerait en faveur
des véritables vecteurs de la révolution, c'est-à-dire des partis, des formations laïques, de gauche, etc., soit une confiscation de la révolution, un scénario, je dirais, plus dramatique à l'iranienne, où on a vu à l'époque, en 79, les islamistes, Khomeini, subtiliser le pouvoir à toutes ces formations qui avaient à l'époque donc mené la révolution sous le Shah. Donc ce sont essentiellement, pour répondre finalement à votre question, les frères musulmans qui sont au pouvoir aujourd'hui, pour différentes raisons, on va revenir là-dessus, et à leur droite, les salafistes, qui, en Tunisie, ont accepté le jeu politique, c'est-à-dire de participer aux élections, alors qu'en Égypte, effectivement, le parti Al-Nour, alors qu'en Tunisie, ils n'ont pas accepté. Et peut-être qu'on parlera tout à l'heure des rapports entre les deux. Oui, effectivement, j'ai posé cette question, Jean-Paul Chagnolot. Donc on parlait de ces mouvements issus des frères musulmans qui sont au pouvoir, mais quelles sont leurs relations avec les salafistes? Parce qu'on entend parfois, on a l'impression, certains disent que c'est un double discours, condamner certains excès sur leur droite des islamistes, mais quelles sont dans le fond leurs relations tant en Tunisie qu'en Égypte entre donc ces partis institutionnalisés, plus institutionnalisés et les salafistes? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Moi, je crois que d'abord, nous sommes là dans une émission qui traite, à juste titre évidemment, de l'actualité. Et je pense que c'est très important de prendre de la distance. C'est-à-dire que cette actualité, elle est difficile, elle est chaotique, elle est même tragique en ce qui concerne cet assassinat. Et je crois que ce qui vient de se passer en Tunisie est très très important. Mais en même temps, il faut essayer de voir ça sur une histoire un peu plus longue. Et je crois que nous sommes effectivement dans un moment de bouleversement très profond de sociétés qui ont subi, à des titres divers et dans des conditions différentes en Égypte, en Libye ou en Tunisie ou ailleurs, des systèmes autoritaires. Et donc nous sommes là dans une espèce d'ouverture, je ne sais même pas s'il faut la qualifier de démocratique, mais en tout cas des différentes forces politiques qui surgissent sur la scène politique et qui s'emparent finalement de leur destin. Et c'est vrai que dans ce schéma un peu effervescent, il y a des formations qui ont une longue pratique, non pas du pouvoir, mais une longue pratique du rapport à la société, et d'une certaine manière une longue pratique politique de ce point de vue-là. Et ce sont effectivement Nada, c'est les frères musulmans, et puis c'est d'autres groupes aussi qui étaient supposés ne pas faire de politique. Les salafistes, en général, on les définissait comme des groupes qui ne versaient pas dans la politique, qui s'arrêtaient à la ligne de l'espace public, qui n'entraient pas dans l'espace public. Et on a vu en Égypte que c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont créé un parti, maintenant il y en a même deux, il y en aura peut-être d'autres, parce qu'ils sont divisés. Et en Tunisie, c'est plus ambigu, parce qu'ils n'ont pas créé de parti, mais manifestement, ils sont quelque part... Parce qu'ils sont quelque part les alliés implicites d'Ennahda. Donc je crois qu'il y a un jeu assez pervers qui se joue entre, disons, les frères musulmans d'un côté, Ennahda en Tunisie, et puis ces groupes qui sont eux-mêmes extrêmement différents. Il y a un peu de tout dans les salafistes. Et chez les frères musulmans, il y a aussi une salafisation, il y a des frères musulmans, c'est très compliqué. Mais pour résumer tout ça, je dirais que ce qui me paraît important, c'est que manifestement, il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est très important que les islamistes aient accès à l'espace public. C'est très important qu'ils soient dans le champ politique. Parce que jusqu'à maintenant, on ne voulait pas les voir, on les mettait en prison, on les mettait en exil. Et c'est une absurdité historique, ça devait se définir. Maintenant, ceci étant dit, la deuxième chose, c'est qu'il est clair que ce soit en Égypte, où j'étais il n'y a pas très longtemps, ou en Tunisie, où j'étais le week-end dernier, on sent quelque part une volonté hégémonique de la part des islamistes. Alors, de ceux les plus visibles, mais aussi des autres, et des salafistes en particulier. Et moi, j'ai senti la Tunisie, là, ces quelques jours, dans une situation, avant l'assassinat, dans une situation vraiment très délétère, quoi, avec beaucoup d'incertitudes. Et je pense que le pouvoir aujourd'hui, Ennahda en particulier, n'a pas su contrôler les choses, ou plutôt, il a une volonté hégémonique. Donc on est dans cette phase très, très étrange et très difficile, où il y a manifestement de la part des partis au pouvoir une volonté hégémonique, c'est-à-dire d'imposer à la fois leur pouvoir, mais aussi leurs valeurs. Et ça, évidemment, ce n'est pas un jeu démocratique. Et donc, il y a de l'autre côté des résistances. En Tunisie, on va certainement voir apparaître avec force le GTT, par exemple, parce que je pense que c'est une des forces... Oui, bien sûr, des résistances. Donc, on va être dans cette situation-là, et je crains que cet affrontement, car c'en est un, ne fait que commencer, finalement, parce que la troïka tunisienne, finalement, est une forme d'échec. Donc voilà, on en est là. Mais je pense qu'il faut quand même garder à chaque fois un peu de distance, parce que je pense que ces sociétés doivent passer, malheureusement, par ce genre de chaos pour arriver un jour peut-être à une stabilisation politique et un jeu politique qui soit dans le respect de chacun. Et par conséquent, avec une exclusion totale de toute forme de violence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Etem Zahra, est-ce que justement le mouvement Ennahda en Tunisie, dont vous êtes un sympathisant, ne se distancie pas assez de ces salafistes, de ces groupes salafistes, de ces actes de violence? On le reproche assez régulièrement de ne pas condamner fermement ou d'avoir un double langage. D'abord, il faut dire sur le phénomène salafiste, c'est pas un phénomène qui est apparu après le 23 octobre. Il ne faut pas être amnésique et dire que l'arrivée des islamistes au pouvoir a fait naître ces mouvements salafistes. D'ailleurs, Madame Alfani, vous en avez fait l'expérience avant le 23 octobre, à l'hôtel Africa, etc., contre le cinéma. Donc il y a eu énormément d'événements, d'agressions effectuées par les franges les plus dures des salafistes. Et on ne peut pas donc... on ne peut pas dire que la naissance de ce mouvement vient après l'arrivée au pouvoir des islamistes. C'est même un phénomène. C'est d'ailleurs un phénomène mondial. C'est d'ailleurs un phénomène mondial qu'on voit aujourd'hui partout, qu'on voit ici en France. On discute des personnes, des salafistes djihadistes qui vont au Mali, etc. On ne peut pas avoir une image, vraiment mettre un focus sur la Tunisie d'après le 23 octobre et pointer du doigt, tous ces événements en mettant la responsabilité sur le dos de Ennahda au pouvoir. Mais là, je vous demandais sur le rapport du parti au pouvoir avec justement ces groupes. Est-ce que vous ne déplorez pas, par exemple, que ces actions soient condamnées plus clairement par le parti au pouvoir? Mais bien évidemment, toutes les actions de violence sont clairement condamnées par le pouvoir. Mais il faut aussi qu'on garde à l'esprit que nous sommes après une révolution et qu'après des années d'oppression et après des années où on a mis en prison toute une frange de la population pour ses idées politiques, on ne peut pas aujourd'hui, en Tunisie, et le ministère de l'Intérieur, etc., ne peut pas mettre en prison des gens uniquement pour leur appartenance à un mouvement. Il y a des règles claires, il y a ceux qui dépassent la loi, et qui... Il y a des règles claires, mais qui sont outrepassées par les salafistes, et jamais... qui ne sont jamais réprimés de la même manière par le gouvernement islamiste en Tunisie quand il s'agit de salafistes et quand il s'agit de démocrates qui manifestent, je le rappelle, toujours d'une façon pacifiste, ce qui n'est pas le cas des salafistes. Or, les démocrates sont bastonnés. Malheureusement, encore hier, on a bastonné des gens qui suivaient la voiture mortuaire de Chokri Belaïd qui venait d'être assassiné. C'est quand même extraordinaire, alors que des salafistes ont pris d'assaut une ambassade américaine qui a des murs de 4 mètres de haut avec des barbelés électriques. Il n'y a pas eu de réponse des forces de l'ordre. Ils n'ont pas été arrêtés. Ils sont passés par derrière, a dit le ministre de l'Intérieur. Et les personnes qui étaient en grève de la faim, après leur arrestation, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur en Tunisie est capable d'arrêter des manifestations de démocrates pacifistes, mais jamais de poursuivre des salafistes qui ont occupé, par exemple, des facultés pendant 9 mois pour imposer le voile, le niqab à l'université. Je veux dire, il y a eu des choses. Il y a eu une occupation de l'université de Sousse sous l'époque de Beji Qaïd Sebsi. Ce n'est pas M. Ranouchi, ce n'est pas M. Hamad Jbel, ce n'est pas M. Ça n'a jamais été condamné par M. Ranouchi. Ça n'a jamais été condamné. L'attaque de l'Africart n'a jamais été condamnée par le parti Ennahda, que je sache. Bien évidemment, si. Jamais. Bien évidemment. Jamais. La liberté d'expression a toujours été suivie. Ça a été condamné. Non, je suis désolé. Non, monsieur. On va faire une petite interruption. On va faire juste une petite interruption de quelques minutes. On fait une petite pause et on reprend le débat juste après la pause dans quelques minutes.